était en Allemagne dans les années 30-31. Et il commence déjà par faire le commentaire de Mein Kampf, qu'il a lu. Donc il leur apprend ce qu'il y a dans Mein Kampf. C'est pas rien à l'époque. Moi à l'époque, je n'avais pas lu. Hein. On en parle, mais peu de gens ont lu Mein Kampf. Lui, il a lu dans le texte. Et il commente, ces jeunes enseignants, il commente. Et puis, il leur dit ce qu'il a observé, évidemment, en Allemagne. Alors, il y a été pour observer notamment l'évolution de la jeunesse allemande, et surtout des organismes de jeunesse. Alors, il remonte assez loin et il s'aperçoit que c'est pas encore très politisé, mais c'est basé sur certains naturistes. Et moi, j'ai trouvé après, sous Vichy, dans les chantiers de jeunesse, évidemment, de ce survie, les fameux plateaux Hébert de gymnastique qu'on faisait après la guerre et pendant cette période. Et puis, il observe aussi ce que font les protestants, qui sont un peu partagés, beaucoup partagés au moment de la montée du nazisme. Les protestants qui, d'un certain point de vue, vont hésiter se rebellent déjà un peu à la montée du nazisme. Et puis ceux qui disent c'est pas plus mal parce que là leur promet quand même une liberté de culte. Et bon, c'est intéressant quand même. Donc ils constatent cette scission à l'intérieur. Aussi, il observe les élections du Reichstag. Il fait tout un rapport. Vous retrouvez toutes les lettres là-dessus, vous les retrouvez dans l'excellent document que Gerhard Hausmann a rassemblé dans plusieurs feuilles scientifiques. Et eux, ils racontent toutes ces observations. C'est très intéressant à lire et ça donne bien une idée de Cavaillès, sociologue. Hein, il est sociologue, il fait une étude sociologique sur les jeunes, à base de religion chez les protestants, et politologue avec le Reichstag. Ce qui n'empêche pas en plus de dire j'étais au concert, j'ai écouté les quartets de Stuttgart, c'était l'andante et jaillissant. Voilà, c'est ça, ça sert. Alors, sociologue, politologue, musicologue, et jamais en surface, toujours en profond. Hein, c'est pas un touche-à-tout, il va au fond des choses. Et quand il fait un commentaire sur la mort de Schubert, c'est une critique musicale de grand niveau. Hein, c'est pas écrit n'importe comment, je me suis régalé, c'était bien. Non, il explique pourquoi il l'entend et voilà. Ça, c'est toute une série de facettes de la personnalité de Cavaillès. Alors, je vais parler devant le président de l'école normale. Il s'habille à l'école normale, évidemment, il est normalien, il a tout normalien, il fait des canulars, il tape un peu dans la porte d'un répétiteur qui ne lui plaît pas. Il a des discussions homériques avec le poisson Ernest du bassin, il a plus ou moins de conflits avec ce poisson. Voilà, alors, comme tout normalien, il est à la fois studieux et en même temps, c'est légèrement discipliné à l'école. Sinon, ça ne serait pas normalien. Je ne peux pas le dire devant le directeur de l'école. Et il rencontre au début de son séjour, il y a tout un ensemble de circonstances qui fait qu'il est entouré de gens qui sont des pacifistes et qui vont, à ce moment-là, on leur propose une pétition pour protester contre l'installation à l'école normale de la préparation militaire. Et là, il y a du beau monde. Il y a du beau monde qui signe cette pétition. En ce qui concerne Cavaillès, je ne sais pas si elle a signé ou pas signé. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est qu'il était d'accord, c'est pacifiste. Au sens de la guerre, il est pacifiste. Mais apparemment, il ne signe pas. Il reviendra sur le militaire de Cavaillès. Il ne signe pas cette pétition, qui est signée par ailleurs par Alain, bien entendu, qui est le maître de la sécurité
situation assistée de Jean Prévost, son allié notamment, avec Pierre Berthaud, Albert Hoffmann, je ne vois pas les meilleurs certainement. Et là, il est d'accord, mais il ne signe pas de papier. Je crois qu'il ne signe pas. Il ne signe pas. Mais avant de revenir à ce cas-là, il faut savoir que tous ces pacifistes, on va tous les retrouver en 40 dans la résistance. Berthaud a été arrêté, je vais le retrouver parce que je fais partie du libérateur de Toulouse, donc je vais le retrouver comme commissaire de la République à Toulouse. Je retrouverai, c'est curieux d'ailleurs, avec Fernand. Et puis, Canguilhem, plus antimilitariste que Canguilhem, pas aussi à trouver. Quand il fait son service militaire, il signe toutes ses lettres. Canguilhem, canonnier de deuxième classe, il refuse de faire le peloton des aides officiers. Aron, ah oui, Raymond Aron qui va aller à Londres, etc. Enfin, tous. Alors, Albert Lottmann, qui lui va être assassiné 2 fois. Une fois, il va être fusillé par la Gestapo, et une autre fois, il va être assassiné par M. Carpopino, qui refuse sa grâce. Alors, vous rappelez ça, que le gouvernement de Vichy, vis-à-vis de nos élites intellectuelles, n'a pas eu un comportement plus favorable. Et quand on a demandé la grâce de Lottmann, Carpopino a refusé. Et voilà. Ça reste quand même des choses douloureuses qu'il faut quand même rappeler. Il faut le rappeler. En plus, ça, tu es d'accord avec moi. Et voilà ce que disait, là je fais des citations, alors j'aime bien les lire d'une façon précise. François Cusin, qui est de la promotion 36, il parle de Cavaillès. Ce qui frappait, il y a un peu moins il parle de Cavaillès. Ce qui frappait, surtout en lui, c'était le sens, c'était le goût de la liberté. L'usage de cette liberté, à l'école normale, était pour lui inséparable de la maîtrise de soi, de l'équilibre et du caractère, et de cette justesse de ton qu'il possédait à si haut degré. Parce que penser donc à François Cusin, il faut dire des noms, il ne faut pas oublier ces personnes. François Cusin, par la suite, chef de maquis dans la région de France, un ami de René Char, il est fusillé, lui, dans le Châtenay de Signes, un maquis entre Toulon et Marseille, avec 35 camarades, fusillés. Si vous passez par là, descendez jusqu'au Châtenay, c'est un endroit assez extraordinaire et douloureusement extraordinaire. On voit ces tombes et on pense que 35 de nos camarades sont restés là. N'oubliez pas, François Cusin. Et François Cusin, il a aussi fait une autre chose, que je ne vais pas la lire, mais en 1941, au moment de passer l'agrégation, il apprend que son camarade sur Coturne, Kaufmann, ne peut pas se présenter parce qu'il est juif. Et il écrit une lettre magnifique à Carpopino en disant si j'obtiens l'agrégation, j'aurai l'impression d'avoir, pas sous ce terme, d'avoir volé mon agrégation et d'avoir eu aux dépens de mon camarade Kaufmann. C'est une très belle lettre qui était encadrée à lire en 41, 21 mars 41. Il faut avoir le culot de le faire. Il écrit à son ministre qui n'est pas d'accord avec Carpopino quand on sait ce que je viens de dire, il n'était pas à attendre dans ce domaine. François Cusin. Alors on en vient à tout ce que, aux combattants qui étaient Cavaillès, c'est-à-dire il est fils de militaire, du protestant, je ne vais pas refaire son itinéraire quand même relativement connu, puisqu'il sera repris plusieurs fois. Et quand il est marqué aussi, et ça tient beaucoup, par j'ai rappelé tout à l'heure
anciens combattants, il est marqué par la guerre 14-18. Son père, quoi qu'officier, ne veut pas faire la guerre pour des raisons de santé. Et lui, Jean, il écrit un cahier il tient un cahier au jour le jour sur des événements. Il a 13, 14, 15 ans à cette époque, et il est donc marqué par la guerre. Et là, il y a tout comment dirais-je, un report des souvenirs de la guerre 14-18 d'une manière plus ou moins douloureuse des uns et des autres. Donc, lui, pour lui, c'est une des raisons pour lesquelles il est d'accord avec le mouvement pacifiste, n'est-ce pas? Mais d'autres, comme Vernon a été là parce que son père est été tué en 1915, et ça a marqué son éducation, sa vie, puisque Vernon est récupéré, si je puis dire, affectueuse, mais par ses frères et sœurs. Et qui, lui aussi, vous parlez au sud de l'Allemagne, Soraine, dans le groupe de pacifistes de Frégo, on va retrouver à la fin du Vercors, on va retrouver là, dans la Corse, battant, combattant, là aussi, et qui, après la bataille du Vercors, va descendre sur Grenoble. Il sera pris en joue par la patrouille allemande, il sera tué à 200 mètres de la liberté de Grenoble. Voilà. Tous ces pacifistes qu'on retrouve, toutes ces personnalités, attention, je parle de celles qui ont pris la résistance. Désolé, tous les élèves de l'école normale, à l'époque, n'ont été ni gaullistes ni résistants. À titre d'exemple, simplement, la même convention, il y a M. Marcel Déat. On va faire un amalgame excessif et penser que toute école normale était dans la résistance. N'exagérons pas. Je ne parle que de ceux qui nous intéressent aujourd'hui et qui n'ont pas d'histoire. Alors, quand il est donc lieutenant de réserve, et en 1939, il y a quand même une particularité. Il est dans les troupes coloniales. Alors ça, pour moi, qui est un peu connu l'armée, on ne lui a pas fait des cadeaux parce que ce sont les troupes qu'on met en première ligne en général, et quelquefois un peu plus difficile à gérer. Et en 1939, alors que tous les jours on a les communiqués, rien à signaler, eh bien il y a un accrochage, à Noël 1939, il y a un accrochage, et il a sa première citation. Totalement oublié parce que un accrochage, il ne se passe rien, puisqu'en mai 40, c'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Et puis en 40, alors là, il y a un véritable accrochage, à tel point qu'il est blessé, il est hospitalisé. Et là, une petite remarque sur tous ces résistants. Moi, de toute leur carrière, les uns et les autres, Ravanel, Aubrac et compagnie, dès qu'ils sont arrêtés, ils vont se casser la tête. Il n'y a pas de problème. Il faut aussi connaître ça, Jean-Jacques, intervention. Moi, je dis, ça devient une manie. Dès qu'il se fait arrêter, il est hospitalisé, mais il s'évade. Et il rejoint Clermont-Ferrand. Il rejoint Clermont-Ferrand, pourquoi? Il rejoint Clermont-Ferrand parce que l'Alsace est annexée. L'université de Clermont-Ferrand est repliée à Clermont-Ferrand. L'université de Strasbourg, pardon, est repliée à Clermont-Ferrand. Et qu'est-ce qu'il retrouve à Clermont-Ferrand? Les gens qu'il a rencontrés à Strasbourg quand il a été nommé à Strasbourg. C'est-à-dire la relation avec Lucie Aubrac fait qu'il va faire connaissance avec Raymond Aubrac. Il raconte qu'il a reçu à l'université de Strasbourg, on lui prépare un bureau parti par Henri Carton. Et on retrouve à Clermont-Ferrand, on retrouve les Aubrac, on retrouve Carton. Et celui qui est subjugué par Claes, c'est Emmanuel d'Astunavigry, avec lequel ils vont constituer le premier groupe de résistance. La première résistance, disons, avec des pavillons, enfin, je veux dire, des amateurs, hein, on va dire ça gentiment. Même le musée de l'homme, au départ, tout ça, il n'y a pas de combattants excessifs, quoi. Il n'y a pas de grandes actions, ce sont des petites actions, mais je le répète tout le temps, et je le dirai tout le temps,
petites ou grandes actions, c'est la même sanction, arrestation, plus ou moins de torture, fusillé, déportation. Par contre, mon oncle, il a été arrêté simplement parce qu'il distribue des tracts et des morts en déportation. Cavaliès, il va traîner ses lettres à Lorient, ben, il en sort, bon, il sera arrêté plus tard, mais sur une grande action comme ça, il s'en sort très bien, quoi, puis je peux dire. Mais la même sanction d'être arrêté dans le métro, c'est pareil. Si vous avez, si les jours ajoutent, j'ai été arrêté 2 fois à Paris, et bon, je m'en sors, mais la gare Saint-Lazare au pas perdu, ça dure un quart d'heure, le policier regarde ma carte. Ah oui, étudiant, elle est fausse, hein, ma carte. Alors, évidemment, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Il dit quoi, il est étudiant, ah oui, c'est intéressant, et puis alors le policier qui vous raconte ça. Et dans la grande salle des pas perdus, vous vous demandez, je fous le camp, je tire, qu'est-ce que je fais hein. C'est une époque quand même où on a des petits moments comme ça de prise de décision un peu hasardeux, n'est-ce pas? On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on hésite à se lancer dans la bagarre, on hésite, enfin on revient de toute façon. Voilà ce qu'était cette époque, et Cavaliès, à ce moment-là, quand il revient à Clermont, il se retrouve donc dès 40, quand il se retrouve à Place de l'Aude avec l'Institut d'Afficherie, alors Cartan, et il monte le mouvement Libération et le journal Libération, dont on vous a déjà parlé. C'est autre chose qu'une feuille de chou, puisque le journal Libération ira jusqu'à la Libération, il sera publié jusqu'au bout. Le premier éditorial est signé Cavaliès, pour être à la limite. Alors, Cartan fait partie. Bon, je vais dire parmi 2 mots sur M. Cartan. Cartan, c'est quand même un personnage. Et quand on est à l'école normale, il faut faire parler de Cartan. Élève de l'école normale, d'une part, et qui a fait à l'école normale un des plus grands canulars que jamais existé. C'est lui qui a inventé le groupe Bourbaki. Pas rien. Avec Veil et les autres copains, ils ne peuvent pas parler des mathématiques parce qu'on ne les croit pas, ils peuvent révolutionner les mathématiques, mais on les prend pour des rigolos, ils ne sont pas sérieux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent Bourbaki, qui est le nouveau mathématicien du siècle, qui lui a des idées neuves, qui sont propulsées évidemment par Cartan, Veil et les autres. Mais Bourbaki n'existe pas. Il n'existe pas. Mais tout le monde croit qu'il existe. Et on est ébahi, il est formidable ce Bourbaki, il a des idées sur les mathématiques qui sont extraordinaires. C'est merveilleux, tout le monde appelait Bourbaki et il faut apprendre enfin que M. Bourbaki n'existe pas, mais que par contre, notre ami Cartan il existe bien avec Veil et les autres, et qu'ils vont faire la révolution des mathématiques grâce à ce canular. Mémorable dans l'histoire de l'école normale quand même, parce que c'est un des plus gros quand même qui ait pu exister. Et j'ai eu le privilège, à l'intérieur de la société, un jour où j'étais élu dans une commission, à la place de Henri Cartan. Une commission d'ailleurs, je dois dire, qui est comme toute une commission administrative, qui ne s'est jamais réunie. Donc je suis très à l'aise pour en parler. Et par éducation personnelle, je veux rendre visite à Cartan, puisque je lui succède. Alors je prends rendez-vous chez Cartan, à l'époque il a 102 ans quand je vais voir. 102 ans. La grosse taille, phase de Poussin, etc. Mais il ne faut pas se tromper. Ça marche très bien la tête. Il a les yeux brillants, vivaces. Et quand je parle de Cavaliès, bien sûr, je suis venu pour rappeler pour ça. Alors, ah, mon ami, c'est moi qui ai appris les mathématiques à Cavaliès, dit-il, avec une ironie. Et sa femme, qui a 96 ans, blonde aux yeux bleus, superbe, une femme séduisante à 96 ans, magnifique, qui était là en train de soupirer et qui disait « Ah, Cavaliès ». Je me souviens de cet entretien avec Cartan, extraordinaire de douceur, de sympathie, de chaleur. Voilà, c'est Henri Cartan, il faut quand même le dire, mathématicien, pour faire plaisir à Garat, qui est de la famille des mathématiciens lorrains, fils d'Élie,
et de la tribu Poincaré. En fait. On est là dans la Lorraine mathématique. Voilà, alors ça c'est. Et surtout, donc à Clermont, on commence par ça. Et puis, il travaille aussi avec Christian Pineau. Et dans le mouvement, alors, il crée le mouvement Libération, et dans le mouvement Libération, on commence à s'agiter d'une manière un peu moins. C'est un peu moins d'amateurisme. Hein. On commence à s'organiser. Et comment on fait? Entre autres, alors, Cavaillès va quand même à Londres. Il ne faut pas oublier. Il a un entretien avec De Gaulle qui ne lui laisse pas un souvenir impérissable. Il faut bien le dire. Ça n'accroche pas trop. Voilà. Il apporte un souvenir que De Gaulle accepte sans sourciller, sans lui dire merci. Un peu froid. Mais il revient, par contre, il a eu des rencontres notamment avec le fameux BCRA, le bureau de renseignement, dont Stéphane Hessel prendra d'une part sera un des animateurs, et avant de revenir en France. Stéphane Hessel, quand il parle de Cavaillès, il dit bien que Cavaillès n'a pas sa place dans l'histoire des Français. Il n'a pas été reconnu comme il convenait, ce que tu dis aussi dans ton papier, d'ouverture sur Cavaillès, sur Tanguy, exactement. Il n'a pas la reconnaissance des Français, il est quasiment un peu. Et quand il revient, il a quand même des instructions avec le BCA, et on va dire qu'ils vont se séparer avec Pineau. Pineau va s'occuper davantage du renseignement, et Cavaillès de l'action militaire. Alors l'action militaire, il faut quand même un petit peu en parler. Je suis désolé de parler un peu de moi, mais parce que le personnage dont je vais parler, il a fini lui aussi dans les réseau corse. En 1942, je cherche, après différentes péripéties personnelles pour aller en Angleterre, en Afrique, etc. Je passe, c'est pas le sujet. Et je me retrouve à Paris, en 1942, je dis, je vais rentrer dans un réseau de résistance. Mais le réseau de résistance, c'est pas une épicerie avec des tickets réseau de résistance. Bouche à oreille, est-ce que tu connais quelqu'un qui? Tous les premiers réseaux de résistance, c'est des réseaux un peu de copinage. Le Millénium, ce sont des gens qui travaillent ensemble, les syndicalistes, les enseignants, etc. Les premiers réseaux, les premiers regroupements sont souvent des réseaux professionnels, syndicaux, et en petits groupes. Il n'y a pas foule, hein. Je suis désolé, mais en 40, on ne se presse pas quand même du bureau de recrutement. Et pas pour l'emploi, hein. On n'est pas là. Et à Paris, il y a le musée de l'homme, un travail considérable, il y a les élèves du lycée Buffon, qui se terminent tragiquement, dès 40. Il ne faut pas dire que la résistance a commencé en 44. Là aussi, il faut dépasser aussi ce stade. Alors évidemment, il y a une différence entre la zone non occupée et la zone occupée. En zone non occupée, on est un peu plus à l'aise quand même que dans la zone occupée. C'est certain. Donc, on a un peu plus d'achisme dans la zone non occupée. Et les réseaux sont un peu plus libres pour travailler. J'habite dans le sud et j'ai connu, là, grâce à Jean-Marie Guillon, l'historien de Manquerini, les historiens de la résistance de cette région, les réseaux travaillaient, mais modestement. Je veux dire, des réseaux d'opposition à l'occupation, mais sans plus. Et quand on est dans une zone occupée, les choses vont différemment. Et Cavaillès se passe à l'action terrestre. Moi, je suis à Paris, et ma première rencontre, c'est avec un certain monsieur Albert Forchina. Il faut dire les noms de ces gens-là, il faut les répéter. Il ne faut pas les oublier. Albert Forchina, à l'époque, il est député radical socialiste, important. À l'époque, c'était de gauche. Pareil. Radical socialiste du département de l'Eure. Il avait fait la guerre 14-18, il était lieutenant-colonel de réserve. Et je fais sa connaissance. Il
il avait sa permanence de Fox Bar devant la gare Saint-Lazare, puisqu'il est arrivé de Normandie. Et bien mon petit, à midi, il me dit, bon, bah, comment on fait? Mais je ne sais pas, faites ce que vous voulez, monsieur. Un ancien, c'est presque mon père, d'ailleurs. Il m'a dit, dans le chef d'otage, il dit, monsieur, je suis au otage. Et sur le coin de il dit, ben voilà, tu mets un cordon, tu planches, tu allumes, puis ça fait boum. Très bien, monsieur. Et alors, on commence ce soir, d'accord, monsieur? Il nous voit partir à Villeneuve Saint-Georges, et on fait sauter une locomotive. Il faut dire qu'à Villeneuve Saint-Georges, quand on arrive, les petits copains cheminots, quand ils nous voient arriver, commencent par foutre le corps, parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Et ils ne sont pas du tout gênants, au contraire, ils facilitaient plutôt la chose qu'autre chose. Et je fais sauter. Et quand je fais sauter la locomotive, je pleure, parce que je suis un gamin. Et les trains, c'est ma passion, et je fais sauter une locomotive. Quelle horreur. Je pleure. Voilà, la rencontre avec Fortunal. Mais Fortunal, il est gentil, mais un petit peu bavard. Alors, à un moment donné, on se met en réserve de commandement. Et je cherche une autre mondiale, je reviens à la distance, et je me retrouve dans Corse. Alors, il faut bien vivre le moment de la clandestinité. Je rentre dans un réseau dont je ne connais pas le nom. Je ne sais pas que je suis en Corse. Le premier nom qui me vient, c'est Chenevière, le tout premier nom dans un petit groupe. Je ne sais pas qui est Chenevière. Et quand après, je travaillais pour Hervé, je ne savais pas plus. D'une part, que Chenevière, c'est Hervé, et que Hervé, c'est Chenevière. Je ne savais pas plus que Hervé et Chenevière, c'est Cavaillès. Ça me permet de vous rappeler ce que dit Cordier vis-à-vis de Moulin. Il ne sait pas qu'il est avec Moulin. Il sert de Rex. C'est après qu'il apprend que Rex c'est Moulin. Et je vous raconte après comment je découvre que Hervé, c'est Cavaillès. Et la clandestinité, c'est ça aussi. Le réseau Corse, qui a très bien dit, dépeint Fabienne Félérini dans un bouquin, elle en parle beaucoup et d'une manière très précise. On était, paraît-il, entre 900 et 1000. J'ai appris ça après. J'ai jamais vu 900 personnes dans le réseau Corse. Il n'y avait pas d'assemblée générale, je suis désolé. Hein, je retrouve 3-4 personnes. Comme ça, pas plus. Et après, quand j'apprends que c'est un réseau qui est important, dont parle Stéphane Michel d'ailleurs, il a dit le plus grand bien, il fait un travail énorme. Et alors, dans l'action militaire, Fortunal se retrouve responsable de l'action militaire de Cavaillès, recommandé par Lucie Aubin. Cette petite dame, on la trouve un peu partout. Hein. Il y a une évasion. D'abord, il y a une évasion à faire, elle est une spécialiste de l'évasion. Je crois que je suis né chez elle, parce qu'elle libère son mari, elle libère Raymond, elle dit, quand Cavaillès s'est arrêté à Montpellier, elle veut libérer à Montpellier, enfin bref. Et le colonel Zarakov, qui était là aussi, et ce sont les deux chefs militaires de Cavaillès. Et puis, alors, pour ça encore, il faut dire les noms. Fortunal, là, il s'est arrêté, je ne sais pas comment il est arrêté. Et un adjoint, alors que lui, je n'ai pas connu, mais que j'ai dû croiser, mais sans savoir, qui est Jean Gosset. Alors, Jean Gosset, là aussi, il faut dire son nom. Jean Gosset, c'est un Normandien. Nous sommes à l'école normale, il y a quand même eu des sacrés Normandiens à cette école, qui ont quand même fait leur boulot à l'époque. Il faut le dire très franchement, parce que ce n'est pas un travail de tout repos. Il y a un quotidien difficile. Vous en découvre. Je ne suis pas philosophe, donc là, je ne parle pas du tout de Cavaillès philosophe. Ce n'est pas mon rayon. Mais, donc, Jean Gosset, il a un itinéraire, il fait la guerre aussi, 39-40, puisqu'il est presque de la promotion de la Cavaillès, je crois, je me souviens exact de la date. Et il fait la guerre aussi comme lieutenant. Et après la guerre, alors autant Cavaillès est d'origine protestante, et marqué quand même par ce protestantisme,
autant Jean Gosset catholique. Catholique, c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, écrire et être dans la mouvance de la revue Esprit. Très important, la revue Esprit, qui elle aussi va aller chercher quelques racines dans les cadres de l'école du Riage. Ça pose des problèmes, parce que ce sont des mouvements qui sont en opposition au régime de Vichy, certes, mais une certaine modération. On va dire ça gentiment. Et cette modération ne plaît pas à Jean Gosset. Il ne plaît pas. Il trouve qu'on n'en fait pas assez. Et Jean Gosset va rejoindre le réseau Corse, Cavaillès, et pratiquement il va prendre en charge la région de l'Ouest. C'est lui qui va aider Cavaillès à faire cette expédition dans la base de l'Orient, où Canguilhem raconte à ses élèves, imaginez votre professeur dans la Sorbonne, équipé en bleu de chaux, descendant dans les souterrains de la Grisse marine à l'Orient. Ça, c'est du Canguilhem tout craché. Mais c'est un effort. Je le dis simplement, par rapport à l'époque, j'ai ma part, nous avons quelques survivants dans cette salle, nous avons notre part de combattants, mais là, ce qu'a fait Cavaillès, peu de gens l'ont fait. Et Gosset, après l'arrestation de Cavaillès, va reprendre à son réseau Corse, va le continuer jusqu'à sa propre arrestation et il va mourir en déportation. Jean Gosset, sans souvenir, grand bonhomme, lui aussi. Voilà. Et puis alors, comment dire, Cavaillès c'est aussi un aimant. Quand il est à Clermont, Dacier le raconte plus tard, il est subjugué par Cavaillès. Pourtant, il en faut, parce que Manuel Dacier, c'est pas n'importe qui. Cette espèce d'aristocrate de gauche qui rentre dans la résistance, c'est pas courant. Vous êtes un esprit de position, une certaine personnalité, pour faire ça. Et il monte le réseau et il est là aussi, il y a un nom qu'il ne faut pas oublier, c'est Rochon. M. Rochon est rédacteur du journal La Montagne. C'est lui qui va prêter le matériel du journal La Montagne pour éditer Libération. Il sera plus tard avoir été déporté. Henri Rochon. Encore un nom qu'il faut se souvenir. Voilà. Alors, il monte son réseau et on fait du sabotage. Alors, moi je vais vous parler de Cavaillès sous le nom d'Hervé. Il donne des ordres. Alors, il donne des ordres que je reçois, puisque je suis homme de terrain. Et un jour, on se réunit à 2 ou 3. On était souvent dans le quartier d'école militaire, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que lui, il habitait l'observatoire, et moi aussi d'ailleurs. On était voisins sans le savoir. Et on avait une mission, on a alors d'aller faire une mission, de déposer des papiers quelque part, ou d'aller rechercher des papiers, peu importe. Et on était à 2 ou 3 en train de dire, bon, comment on fait, qui va y aller, etc. Arrive à 4e larron, qui dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, oh voilà, on a l'ordre d'Hervé. Bon, il dit, c'est pas la peine de vous casser la tête. Et comme c'était trop dangereux, il a décidé d'y aller lui-même. Voilà. Parce que là où est le danger, là est le chef. Voilà, ça, c'est la devise de. C'est ce qui répond à sa sœur quand sa sœur lui dit, tu te calmes un peu. Elle dit non. Là où est le danger, là est le chef. C'est la réponse de Cavaillès, c'est celui qui fait la mission. Et dans tous ces genres de missions, ce qui était très important, à l'époque on n'en parlait pas, mais enfin, bon, c'est plus facile à dire aujourd'hui, nous ne sommes pas des kamikazes. On fait une mission, on en revient. Et un jour, on a une mission assez difficile que nous avons réussi, mais pas du premier coup. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que le chemin de retour n'était pas sécurisé.
Alors, vous reportez. On est retourné faire des observations. Jusqu'à 10h20. Ah, ouais, d'accord. Non. D'accord. Alors que. Ça, c'est le côté humaniste. Vous savez, on dit toujours Napoléon comptait pas le nombre de morts sur le champ de bataille. Donc là, on a un chef de guerre humaniste. Mais ce chef de guerre aussi a une particularité. Après, il était dans le maquis, c'est qu'on est dirigé par des personnes qu'il y a une certaine hiérarchie qui s'établit. Et cette hiérarchie est intéressante à connaître. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est une hiérarchie, comment dirais-je, respectée parce qu'elle est reconnue. Ce n'est pas une hiérarchie classique où, à l'ancienne, on dit lieutenant, capitaine, etc. C'est une hiérarchie acceptée. Et ça, c'est très important. Dans le maquis, je n'ai jamais su, quand on faisait un cours dans une école de cadre du maquis, grâce à Cavaliès, il faisait une démonstration d'armement, je ne sais pas si c'était un sergent ou un officier qui faisait le cours. J'ai eu des cours d'économie, est-ce que c'était un notaire, un prof de lycée ou de faculté? Nous étions tous avec des pseudonymes et plus point d'aller. Il faut bien reconnaître cette égalité par les pseudonymes, ça m'a toujours travaillé parce qu'on était égalitaires, on était à l'égalité tous les uns les autres. Petit commentaire, mais ça, si vous posez des questions, c'est bon. Et pour finir, voilà, je me retrouve un jour, on avait rue de Vaugirard, donc à un poste de commandement, je vais du poste de commandement militaire. Et aux environs du 13 mai 1943, 1943, hein, printemps 43. Je monte l'escalier, je tape à la porte où je venais d'habitude en tant qu'agent de liaison pour prendre les ordres, pour faire un sabotage de compte. La porte s'entrouvre, la dame que je connais, qui est propriétaire de l'appartement, me dit: tu t'es trompé d'étage, mon ami. Elle me claque la porte, mais j'ai le temps de voir derrière des gens, gabardines, chapeau. J'ai compris que c'était la soutière. Et dans cette soutière, c'était manifestement arrêté à la fois Forchinal et à la fois Zaropov. Selon tout ce que je pense, puisqu'on sait que Forchinal a été arrêté le même jour, donc c'est lui qui était dans la rue. Donc grâce à Mme Rosereau de Melun, encore un nom, Mme Rosereau de Melun, c'était la femme d'un administrateur des colonies, magnifique, qui a cette idée de réaction de génie, de me claquer la porte en me disant: tu te trompes, mon putain. Je n'ai pas le temps de dire ouf, la porte s'ouvre. Je descends de voiture, je ramasse un autre agent de liaison qui était là, je lui dis: c'est pas le moment, qui gueule, parce que j'ai des choses à dire, mais tu les diras plus tard, mon ami, c'est pas le moment, et il vient, et on s'en va. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit: bon, il faut que je prévienne quand même Hervé. Alors, je passe les démarches de là que je me suis dit pour retrouver Hervé. Et c'est difficile, et je tiens un rendez-vous. C'est très difficile. Quand je rencontre Hervé, je dis: cet homme me dit quelque chose, mais il y a une ressemblance avec un ami de mon père, je nage complètement, et lui me regarde, je suis pas à l'aise. À l'aise. Quand on sort d'une soutière, on ne peut pas être à l'aise, parce qu'on est soumis à la nécessité d'être à le traître. Donc, évidemment, je suis dans mes petits souliers. Hein, alors, je commence à expliquer à Hervé comment s'est passée cette soutière, et les gens, l'argent des gens que j'ai emmené avec moi, je ne savais personne. Et au fur et à mesure qu'il me parle, je lui parle notamment, au début, les règles, les cherches de garde, puis je se détend. Et à la fin de l'entretien,
il y a cette phrase que j'ai jamais oubliée, et pour cause, je sais qui vous êtes. Donc 5 ans après, il me dit, je sais qui vous êtes. Et je ne sais pas trompé. Et il me dit, si vous me reconnaissez, oubliez-moi. Et on se quitte. Et là, il y a une difficulté. C'est que je ne sais pas si je suis à peu près sûr qu'il est suivi. Je ne sais pas, il est suivi par une personne ou 2 personnes. S'il y a une personne, il faut suivre Cavès, s'il y en a 2, ils vont suivre aussi. Et bon, vous l'avez vu manifestement. Et Cavès avait le temps de me sauver la vie à son tour, puisqu'il me fait exfiltrer et tout est prêt. Quand je rejoins, je reprends rendez-vous avec les gens du groupe, évidemment, tu vas à tel endroit, on va te faire une nouvelle carte d'identité. Là aussi, je vais dire un nom. C'est un monsieur de l'Observatoire, qui s'appelle Paufilet, professeur de littérature du Moyen-Âge, à la Sorbonne, membre du Front National de l'époque. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Parce qu'il est un peu plus âgé, mais c'est toujours très discret, on ne fait pas de roman. Hein. Et il vient demain, et le lendemain, j'arrive et j'ai ma fausse carte d'identité. Monsieur Paufilet, professeur à la Sorbonne, il a une carte. Gentillet, là, c'est une résistance apparemment passive, mais comme candidat, etc. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, jeunes gens, universitaires, enseignants, n'oubliez pas Cavalier. Il est vivant, il est toujours vivant, il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir de ces gens qui ont sacrifié leur vie, soit fusillés, soit en déportation. Jean Gosset, des gens comme, comment dirais-je, et tous ces Prévost qui fait une lettre aux Allemands, ce sont des gens qui aiment la culture allemande. Voilà. Et puis dans tout ce rayonnement de Cavalier, salue l'arrivée de Armand Gatti. Voilà, quelqu'un qui a énormément fait pour faire connaître Cavalier dans ses poésies, dans son journalisme, dans ses pièces de théâtre. J'ai assisté à la pièce de théâtre qu'il avait créée à Neuvic, avec ce qu'il appelait lui des loulous, c'est-à-dire des jeunes d'une vingtaine d'années. Je ne veux pas dire sans domicile, il en avait fait des comédiens. Et il a monté sa pièce, on a connu numéro 5. Et il y avait dans la salle un grand portrait de Cavalier, un grand portrait de Lotman et un grand portrait des Minotaires. Dans une ambiance extraordinaire. Et quand c'est terminé, je parle de Gatti parce que c'est un ancien maquisard. Et il y a une communauté de camisards, mon cher ami, que nous avons en commun ce souvenir de cette fraternité que nous avions à l'époque. Et je félicite, si je puis dire, Gatti, je me suis reconnu. Tu m'as fait vivre Cavalier. Et les jeunes qui sont là tout autour, qui sont là, à qui on a inculqué du Cavalier pendant. Ils ont parlé Cavalier pendant 2 mois, alors qu'ils sont. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de culture, ils ne sont pas préparés à ça. Et ils parlent Cavalier. C'est un exploit de Gatti, ça. Et c'est formidable. Et quand ils m'entendent dire j'ai connu Cavalier, ça butine autour de moi. Oh, ils crient, ils sont 25 à trop loin. Il a connu Cavalier, il a connu. Et puis il y en a même un qui dit il est Cavalier. C'est l'euphorie générale. Et j'ai un souvenir de cette époque, et d'autres celles après, avec Mathieu Aubert et Gatti, que j'ai retrouvé après dans d'autres moments. Ils font vivre Cavalier, ils ont fait vivre Cavalier. Alors souvenez-vous, chers amis, souvenez-vous, Jean Cavalier, mort pour la France, mort pour que nous soyons en liberté. Parce qu'aujourd'hui, on trouve très simple la liberté. Mais, comme il disait, il faut d'abord gagner la liberté pour ensuite aménager la liberté. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, quand on veut aménager la liberté, je ne suis pas sûr que nous l'ayons totalement la liberté. Alors réfléchissez à ça. Et n'oubliez jamais Jean Cavalier, Gosset, Descours, Prévost et tous les autres.
et mon ami, et celles qui ont survécu comme mon ami Bernard, qui m'a suivi, avec qui j'ai communiqué jusqu'à la fin de ses jours. Je lui parlais 15 jours avant sa mort, et de qui parlait-on avec Bernard 15 jours avant sa mort? Des Cavaillès, une fois de plus. Voilà, je vous remercie. Je te remercie, Thierry, pour ce témoignage. Toujours sur les raisons sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister, particulièrement bien informé. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de donner des commentaires. Le personnel, je vais donner immédiatement la parole à l'assistance pour le cas où certains d'entre vous souhaiteraient poser des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, je peux, monsieur. La clandestinité, c'est difficile aujourd'hui à parler. Il y a quelqu'un qui parle, plus Vous m'entendez bien? Je vais essayer. J'ai connu Marcel Eugène Guiton, qui lui était proche de M. Rex. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, il est décédé il y a 2 ans environ. Non. Et il avait travaillé entre autres pour les BCRA Ah oui. à l'âge de 17 ans, puisque c'est lui qui faisait les cryptages des renseignements entre Londres et Paris. Et vous ne l'avez pas cité donc. Et puis il y en a eu beaucoup aussi. Il a fait beaucoup aussi. Comme je dis, il y avait 900 personnes dans le réseau Corp, je risque pas de le Et faire. en fait, lui, il organisait les sabotages Oui, oui, oui. au sein des usines allemandes. C'est-à-dire qu'il sabotait les obus. Oui. Donc, Oui, enfin, ils étaient infiltrés les sabotages, on a mis sous toutes ces formes. au niveau de la production. Je vous remercie. Mais c'est vrai que il y avait sous toutes ces formes, et puis, on va dire aussi qu'elles étaient plus ou moins dangereuses. Quand je raconte moi une petite nouvelle sur un sabotage qu'on avait eu du mal à faire. Un canal qui pouvait saboter. Et j'ai mis, déjà, on avait refait le chemin de retraite. Il avait fallu faire le chemin de retraite parce que Cavaillès avait trouvé qu'il n'était pas assez bon. Et comme c'était très, très mouillé et très humide, au moment où tous les trois on remonte, on pose les détonateurs, et quand on remonte, on a une pelle avec nous et la pelle glisse. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait partie de ces moments où la décision est primordiale. On ne peut pas laisser trop visible. Et puis des gens peuvent arriver, puis le cordon il fonctionne. Alors, en même temps, il faut récupérer la pelle, faire vite, etc. On s'approche l'un aux autres. Je dis ça comme ça, mais en terrain, ça ne se passe pas comme ça. On va récupérer, ça remonte. C'est ce genre d'incident qu'on nous racontait dans la grâce à Lazare, l'inspecteur qui vous regarde, vous épluche la carte d'identité. Le métro. Quelqu'un vous dit, attention, il y a un barrage. Il faut croire ou pas croire? Vous ne croyez pas? Vous y allez, il n'y a pas eu de barrage. C'est une fausse information. On entend de fausses informations que s'il y a un barrage, vous faites demi-tour. Mais si vous faites demi-tour, il y a quelqu'un qui vous voit faire demi-tour. S'il y a quelqu'un qui est sur le quai, c'est pas prudent non plus. C'est toutes ces espèces de réflexion qu'on a en permanence. J'habitais près de Saint-Bertrand et que je rentre un soir, et la concierge, qui avait quand même eu des relations amicales, j'avais 127 marches pour monter dans mon bourbier là-haut. J'avais 20 ans, il valait mieux. On arrivait un peu essoufflé, même à 20 ans.
Et elle me dit, il me dit, quelqu'un vous demandait. Quelqu'un m'a demandé. Moi. Comment j'étais? Il m'a dit, c'est tout. Ce soir, je ne couche pas là. Elle est au coucher. Ouais, je vois quelqu'un qui s'appelle Laurent, parent d'une galerie d'art sur Berry. Et il me dit, bah écoute, va à l'école normale, mon frère, il a une étude à la normale. C'est comme ça que je suis venu à l'école normale et que je peux dire aujourd'hui, je sors de l'école normale. Le lendemain, madame. Je me suis toujours demandé comment quelqu'un qui au départ est un philosophe, brillant intellectuel, est devenu si rapidement capable de faire des sabotages et des opérations de type militaire. Où est-ce qu'on apprend à Eh bien, je dirais que, je l'ai dit, je le répète, en partie. Vous le retrouvez dans le livre de Pellegrini, il y a cette espèce de suivi de la guerre 14-18. Déjà. Mais, un certain nombre, quand en 39, je suis encore au lycée, j'ai une année de lycée, là, dans la drôle de guerre, avant l'exode, je suis à l'époque à Amiens, donc après, l'exode, je n'en parle pas, mais c'est un moment épouvantable de ma vie, je ne marche jamais. L'exode, c'est 3 semaines de hasard, des bombardements, voilà. Une maison qui brûle au-dessus de sa tête, etc. C'est dramatique, l'exode, à tous les points de vue. Effectivement, je sais pas mon père, etc. Voilà. Et on est quand même dans la succession de cette guerre 98. Et Cavaliès l'a vécu intensément, grâce à son cahier. Et au final, et les autres, moi aussi, moi, mon 14-18, c'est le Beaumont, c'est le chemin d'Idam, c'est le Château-Thierry, c'est la route 44 que mon père m'a montré. Alors, il y a une espèce de continuité, et on est occupé. Et là, je dis qu'il y a la déclaration de la mobilisation, que j'ai fait tout à l'heure, qui n'existe pas en date, elle est réelle par 2 dates. Le 17 juin, le discours de Pétain, le 18, le discours de De Gaulle. Un négatif et un positif. Mais je suis sûr qu'à l'époque, le négatif a eu beaucoup plus d'impact que le positif. J'ai entendu le positif, par hasard, très peu de gens l'ont entendu. Et il m'a fait, il m'a intéressé. C'était l'exode, on avait d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Le discours de De Gaulle du 18 juin, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on n'en a pas beaucoup entendu. Je suis désolé. De même qu'après, Moulin, que j'avais rencontré, moi, je n'ai jamais entendu parler de Moulin. Et quand je rencontre Cavaliès, c'est probablement le 23 mai, c'est-à-dire le jour où il y a eu la première réunion du CNR. C'est probablement le même jour que j'ai rencontré Cavaliès. Coïncidence. Mais le fait de s'engager, ça c'est l'intellectuel qui est d'une part, Cavaliès, qui est quand même aussi issu d'une famille qui a des valeurs, hein, un militaire, mais des valeurs, disons, pas la rigidité, il n'y a pas de rigidité dans... Il est protestant, mais il ne fait pas partie des êtres, enfin, il est un peu brutal, des baptistes protestants, non, des protestants, simplement, mais il a toute cette éducation du respect des valeurs et de la liberté. Et la première réaction, c'est reprendre la liberté, lutter contre l'occupation. L'occupant, c'est impossible à admettre pour un certain nombre de personnes. Et on s'engage même militairement, encore que on met des papillons, c'est presque enfantin de part. Il y a quand même cette montée en puissance qui est importante. On n'est pas combattant le premier jour, combattant au sens que j'ai donné. On est résistant, on résiste, et on n'est pas encore combattant. Après, quand il fait tous ces exploits, et quand tout dans le groupe corse, bon, il y a tous ceux qui restent. Hein, je suis un survivant. Hein. Encore que j'ai toujours prétendu être un survivant, Bernard m'a appris que je n'avais pas le droit de dire que j'étais un survivant. Si j'étais survivant, c'était très bien. Il ne fallait pas en faire un... Si vous posez une question.
S'il vous plaît, soyez bref. Tu as parlé Évidemment bref, et nous avons déjà pris du temps. Tu as parlé de Jean Prévost, de Jacques Decour, et bien sûr de Cavaliès. Ce sont trois hommes qui ont fait de la résistance à haut niveau. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'était que c'était des amis de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ont tous voyagé à une époque en Allemagne, c'était des amoureux de la culture germanique. Et j'aimerais, en quelques minutes, si tu pouvais évoquer le voyage de Cavaliès en Allemagne, parce que je crois que c'est très formateur, parce que ça lui ouvre les yeux et ça lui dessine quand même pas mal de choses. Je l'ai évoqué, il faut dire que même avant ce voyage en 1930, son père l'avait déjà envoyé en Allemagne, il avait déjà été dans une famille allemande à Koblenz. Je crois bien que c'est Koblenz, enfin, il me semble bien. Et il était comme les autres personnes que j'ai citées, c'était des gens qui étaient en admiration dans la culture allemande. Quand je parle de la musique allemande et que je cite la phrase de Cavaliès, la Nante de Schubert, c'est un jaillissement, il écrit à sa sœur. Il n'écrit pas ça par hasard, je veux dire, on y est sensible, cette musique, on est sensible. Quand il étudie le Reichstag, la politique, le mode d'élection du Reichstag, c'est une curiosité quand même assez extraordinaire. Et bon, je ne suis pas rentré dans les détails, mais dans le livre qui avait les lettres qui ont été rassemblées par Gerhard Heinemann dans sa revue, on lit des choses extraordinaires sur l'observation. Quand on dit qu'il est sociologue, ce n'est pas une lettre pour dire j'ai vu, non. Il va au-delà de cela. Il a vu et il observe et il explique. Il raconte bien la scission en marche chez les protestants. Très important pour lui, les protestants. Et il a du mal à entendre ses amis protestants parler vis-à-vis du nazisme. Et ça lui fait mal. Hein. Monsieur, je peux vous poser une question? Oui, vous avez cité Jean Moulin, que tout le monde connaît, et parlons de Jean Cavaliès, que en fait, peu de gens connaissent, y compris dans cette maison. Il y a une salle, mais cette personnalité, quand on la découvre un peu. Comment vous expliquez qu'on connaisse l'un si bien et l'autre si peu, alors que, est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y a pas une voix, je ne sais pas, ou un courant politique qui se soit emparé de cette personnalité pour en faire une espèce de figure emblématique? À quoi c'est dû? C'est tout à fait étonnant. Oui, mais il y a une réponse globale avant de passer à la réponse personnelle. J'en ai discuté, je reviens sur ce livre de Pellegrini qui parlait des pionniers de la résistance, donc ceux qui étaient là en succession de la guerre 14-18, mais après, à la libération. Qui a parlé de la résistance? Personne. Les résistants se sont tus. Un silence assourdissant. Les résistants ont commencé à parler de la résistance en 70 dans les premiers discours de Canguilhem à Strasbourg. J'ai été invité le 15 novembre à Strasbourg, la rénovation de l'amphithéâtre Cavaliès à Strasbourg. Cavaliès est un dieu. On ne m'a pas invité par hasard. Et on a parlé de Cavaliès pendant 2 jours, une table ronde, etc. Ça a eu un colloque de très grande qualité, pas parce que j'étais, mais les autres personnages qui étaient. Camille Rouillat y était également. Et c'est vrai qu'on a été d'une part accueillis chaleureusement. On m'a fait participer, parce que l'Université de Strasbourg rappelait la rafle des étudiants et enseignants alsaciens à Clermont-Ferrand en novembre 1943. 130 arrestations et des déportations. Et j'étais sur la table ronde à côté de 2 anciens profs de Clermont-Ferrand, dont l'un avait été déporté. Voilà. Des gens remarquables, des gentillesses. On a parlé évidemment de la résistance alsacienne. Et pour eux, Cavaliès, Cartan, voilà, des grands résistants, parce qu'ils étaient à Strasbourg et à Clermont-Ferrand. Alors, le silence, alors bon, je ne parle pas des morts, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les
Vernon, il a repris son boulot. Ravanel, il était politicien, ingénieur. Aubrac, il est retourné ingénieur. Tout le monde a tel empereur Cincinnatus qui retourne labourer son champ après avoir fait la guerre. Voilà. Est-ce qu'il y a encore J'ai encore un petit par rapport à Sophie Scholl, dont j'ai entendu parler récemment à Berlin par des journalistes allemands qui ont donné leur vie très tôt, de réseau Sophie Scholl, avec des étudiants en médecine qui se sont sacrifiés. On n'en a pas beaucoup parlé aussi. Et est-ce que vous étiez au courant à l'époque de ce qu'ils avaient déjà été fusillés en Allemagne? Non. J'étais à Notre-Dame d'une part, d'autre part, j'étais très jeune. Si je vous racontais comment mes noms de pseudonymes, tout le monde rirait. Je n'en parle pas parce que c'était. Non, je sors de la classe de première, hein, mais pas. Cavaillès était au courant de Zino de Parme. Cavaillès était au courant. À Lyon. Merci. On verra Le problème des historiens, c'est qu'ils m'ont rappelé à moi que quand je faisais une exécution d'une tâche, c'était un ordre qui venait quelquefois de Londres. Mais moi, je ne le savais pas. L'homme de base ne le sait pas. C'était une chose sur l'ordre d'Hervé. Bon, mon patron, c'est Hervé. C'est pas le BCRA, c'est pas le réseau Ford. Il faut s'arrêter. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Vous avez prononcé quelques paroles il y a un instant. Effectivement, personne n'a parlé de la résistance. Pourquoi? Par pudeur, comme les gens, les combattants de 14-18. Ils n'ont rien dit. Et là, je suis le porte-drapeau de la médaille de la résistance. Et je me promène avec ce drapeau parce que tout le monde l'a oublié. Et comme M. Cadieux parlait de Strasbourg, simplement au Struthof, qui est un camp réservé aux résistants. On ne parle jamais de résistance. Et si De Gaulle n'avait pas prononcé le mot de résistance, il n'y aurait pas eu de FFL, il n'y aurait pas eu de FFI, il n'y aurait pas eu de Maquis, il n'y aurait rien eu. Je vous remercie. Je ne suis pas sûr. Après tout, il y a quelques jours, j'ai parlé de Paul Langevin. Paul Langevin a été arrêté à la Gestapo et mis à la prison de la Santé le 30 octobre 1940. Et le 11 novembre 1940, il y a eu la manifestation des étudiants sur les Champs-Élysées, dont l'un des mots d'ordre, c'était « libérer Langevin ». Ça n'a pas attendu de Gaulle. Je ne suis pas historien, je ne me rappelle pas l'histoire de France de Cavaillès, simplement. Mais vous avez raison. L'historien Paul Belge évalue à 50 000 le nombre de résistants français et 100 000 le nombre de résistants allemands de la Sicile. Avez-vous eu une dizaine de ces effectifs après la guerre? Bon, 50 000. je l'ai eu après, 15-20 ans après. Parce qu'après la guerre, il y a deux façons de vivre la libération. Il y a ceux qui ont déjà un travail, Germain il est prof, l'autre il est ingénieur, les retrouvent leur boulot. Moi, je sors de première du lycée. Je n'ai pas le moindre diplôme. J'ai rien. Je suis lieutenant démobilisé en 24 heures. Je suis tout nu. Je vois un copain au ministère du Travail parce que c'était un gars qui était dans le maquis de la région de Toulouse. Donc je vais voir, je dis, tu peux faire quelque chose pour moi? Il dit, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, rien. Je suis lieutenant, qu'est-ce que tu veux que ça te foute? Il m'a dit, oui, ça va être difficile. Et oui. Et je suis immobilisé le 14 décembre 1945 avec 1000 francs à l'époque. Et puis, basta dehors. Et voilà. Alors, je cherche du boulot. Moi, je ne m'occupe pas. Vous me dites pourquoi vous n'avez pas parlé de la région. Ben, je vais voir les autres, je fais à côté. Vulgairement, je suis rentré au ministère du Travail par hasard. Après, j'ai fait mon trou, j'ai fait 10 ans de galère pour devenir quelqu'un de relativement honorable dans la société. Mais sachez que les débuts, c'était pas comme non plus. Quand vous sortez du maquis, que vous sortez de la clandestinité, je suis désolé. C'est pas facile.
de prendre des habitudes de civiliser quand on l'est plus. Bien, Vous avez su fort bien retranscrit cet état d'esprit que l'on avait à la fin à la Libération. Et cette gare Saint-Lazare est piège. Merci de m'avoir payé. Et vous, il va bien. je suis absolument désolé. Non. Il faut faire cette discussion que nous pourrions poursuivre très longtemps. Comme nous avons déjà pris le temps, je vais donner immédiatement la parole à Tony Gustin, qui est là. Donc voilà, il devient donc le parler du